bien évidemment que la petite corruption existera toujours. Que le Premier ministre lui-même, il a fait état de ces petits fonctionnaires, pas forcément des hauts fonctionnaires, qui aujourd'hui font de la corruption. Et également, après, je dirais que c'est à chaque Congolais, comme je le dis toujours, de prendre en compte le fait de ne pas rentrer dans la corruption. Par exemple, quand vous voulez un document auprès du service public ou autre, et quand vous le voulez rapidement, ça aussi, c'est de la corruption quand vous donnez ne serait-ce que 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA. Mais est-ce que ça, c'est le fait du Premier ministre? Est-ce que c'est le fait du Président de la République? C'est également à chaque Congolais de se rendre compte qu'il ne doit pas rentrer dans le jeu de la corruption. Parce qu'on se dit que ce n'est que 1000 francs CFA pour que ça aille plus vite. Mais c'est également de la corruption. Bonsoir à tous et encore bonne année 2026 à vous très chers téléspectateurs. Comme vous le voyez, c'est moi qui anime donc la bande à Carlyle pendant cette semaine et ce soir je suis entourée donc de Guy Mafimba. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir, merci. Bonne année encore. À toi. Merci. Nous avons aussi Antoine Claude Okwango. Bonsoir Antoine. Bonsoir Dalini. Bonsoir également à Lucien Pambou, ça fait plaisir en tout cas de te revoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc encore bonne année à tous. On ne va pas tarder, sans plus tarder, on se dirige donc en République du Congo où le lancement de l'émission 30 jours pour convaincre porté par le président de la GEA, Digne Elvis Okambi Talisane, a été lancé dans le but donc d'un débat au centre de la vie politique congolaise où ministres, directeurs généraux se succéderont face donc aux journalistes. Et c'est le Premier ministre Anatole donc Coliné Makosso qui a inauguré cette émission. D'ailleurs, je tiens à rappeler que les problèmes de son sont indépendants donc de Global Africa Télé Sud. Ce sont donc les moyens, ce ne sont pas les moyens techniques de la chaîne. Nous avons juste porté notre présence éditoriale par notre présence sur place. Vous l'avez vu, c'est le directeur donc de la rédaction, Carlyle Bey, qui est sur place. En général, messieurs, avant de faire un point, vraiment de faire les points par point sur ce qui a été dit lors de cette interview, est-ce que cette émission est déjà une bonne initiative, surtout que l'élection donc présidentielle arrive dans 2 mois. Pour vous, est-ce qu'il a été déjà assez conséquent sur ses appuis? Le bilan est-il positif? Lucien Pambou, pour commencer, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interview? Mais écoutez, de cette interview, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je dirais que c'est une interview inachevée. Inachevée dans le sens où on s'attendait à un bilan global, général. Or là, effectivement, le choix a été fait, bon, c'est un choix politique qui a été fait, de mettre l'accent uniquement sur l'économie. Pour moi, un bilan, il y a des choses qui manquent, comme la gouvernance institutionnelle, le rôle des partis politiques, bien entendu, le rôle des institutions, le fait que la justice connaît quelques ratés, connaît quelques problèmes. On aurait pu aussi, en effet, poser la question de la gouvernance sociale démocratique et solidaire. Or, cette gouvernance sociale solidaire et démocratique, c'est celle-là qui pose des problèmes au Congo. Quels sont ces problèmes? Tout le monde les connaît. C'est les problèmes donc d'absence d'eau, d'absence d'électricité, les problèmes de pauvreté, les problèmes de marginalisation, effectivement, des populations. Et on aurait aussi, et je termine là-dessus, la problématique, en fait, de la diplomatie, en effet, et du rôle de la coopération internationale. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on verra dans un de ces aspects que le Congo, en fait, vit aussi parce que n'arrive pas à générer des ressources propres et il est obligé, en effet, de conclure des partenariats privés-publics et d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. Donc voilà, un faisceau d'éléments. Bon, on reviendra sur l'aspect économique où on pourra donner quelques satisfecits au Premier ministre. Antoine Claude Okwango, est-ce que vous partagez également le même avis? Cette interview donc manque assez de profondeur ou bien le bilan aussi est positif? Qu'en avez-vous pensé? Je pense simplement qu'en 45 minutes, cette interview n'aurait pas pu aborder tous les autres points qui manquent selon le doyen Pambou. L'aspect a été énormément porté par l'économie parce que bien évidemment les Congolais ils attendent plus qu'on parle de ce qui les touche profondément, c'est-à-dire
l'argent, la nutrition, enfin le fait de pouvoir avoir du pouvoir d'achat tout simplement. Et donc le choix évidemment il a été porté sur la partie économie, mais bien sûr les autres points ont été abordés mais de manière filigranique dans le sens où on les a abordés mais sans entrer en profondeur. Après je dirais simplement que il y a cette émission-là est portée pas par les pouvoirs publics, pas par le Premier ministre ou le gouvernement, mais il est porté par Jean Elvis Salisson, comme vous l'avez présenté, uniquement de son propre fait, c'est-à-dire c'est un citoyen congolais qui veut mettre en lumière, je pense qu'il soutient également le président, ou du moins il veut simplement mettre en lumière les actions qui ont été portées par le gouvernement dans cette émission pendant 30 jours. Ou même, vous l'avez dit, ils vont recevoir des directeurs d'administration, des membres du gouvernement afin de parler de leur action sur tout le long de leur mandat qu'ils ont été aux côtés du président ou du Premier ministre Anatole Kone-Makosso. Et donc après, en 45 minutes, c'est vraiment très succinct de pouvoir vraiment aborder tous ces points-là. Donc en soi, je pense que c'était normal d'aborder uniquement les points économiques. C'était normal d'aborder uniquement les points économiques, Guy Mafimba? La réponse est non. Lorsqu'on parle du bilan, c'est en termes global. Mais je tenais d'abord à se féliciter du concept. Il faut accepter, il faut reconnaître que c'est un bon concept. La redevabilité, les dirigeants politiques ont le droit, l'obligation d'ailleurs de rendre compte de leur bilan après tout un mandat de 5 ans. Première chose. Deuxième chose, je tiens aussi à féliciter le fait que pour une fois, on met en lumière la presse congolaise, la presse africaine, à travers notre ami Karil. Et je me félicite du fait que ce soit lui qui puisse être le modérateur de ce qui s'est passé. Bon, une fois j'ai dit cela, ça c'est la bombe, voilà le côté positif. Mais le côté négatif, on va y revenir, je crois, en large. En fait, pendant 45 minutes, c'est cela ? C'est ça. J'ai constaté un Premier ministre qui n'a pas de bilan, en fait. Ce régime n'a pas de bilan. Comme ils n'ont pas de bilan, il a été obligé de s'accrocher sur des indicateurs macroéconomiques. Et nous allons démontrer tout au long de cette émission que le fait de ne pas avoir de bilan et de s'accrocher sur des indicateurs macroéconomiques, ça prouve tout simplement que, ou c'est une méconnaissance de ce qu'on a, de faire la différence entre la croissance économique et le développement économique, avec tous les indicateurs que cela suppose, mais en réalité, ça prouve aussi à suffisance qu'aujourd'hui, ça sera un risque de continuer à donner la clé de ce pays à des gens qui ont été incapables, parce qu'on ne parle pas de 5 ans, pendant 28 ans qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai vu un Premier ministre s'accrocher sur la dette. Mais M. Mafimba, vous parlez que le Premier ministre n'a pas de bilan. Pourtant, il a présenté ce livre en toute transparence. Pour vous, est-ce vraiment ce bilan-là, le livre qu'il a donc montré en toute transparence? Est-ce qu'on peut évaluer ce quinquennat sur un livre aussi signé par le président lui-même? Alors, déjà, la parole du président, ce n'est pas l'évangile selon Saint-Denis. J'ai comme l'impression qu'au Congo, on déifie tout le monde. C'est comme si Sassou Nguesso, ce qu'il a dit, ça devient de la Bible. Ce n'est pas de la Bible, ce n'est pas de l'évangile. 1, 2. La transparence, ça ne se décrète pas, ça se vit, ça se lit, ça se constate. Revenons sur l'économie. Il a commencé parce que selon Karil, on devait parler de l'économie, de la justice sociale, de la sécurité et de la diplomatie. Restons sur l'économie. Comme je disais tout à l'heure, il s'est attardé sur les questions de croissance, en faisant la différence que, au T, nous avons une croissance qui est devenue ascendante jusqu'à un certain niveau. Très bien. Mais c'est quoi la croissance? L'économiste vous le dira mieux. La croissance, c'est quoi? C'est la production d'un pays, au T plus 3 et autres. Mais en réalité, c'est quoi l'économie congolaise? Elle est hémiplégique. La croissance congolaise, elle est tirée par la rente pétrolière, point. Or, en 5 ans, ce pouvoir, mais depuis 30 ans, depuis plus de 4 projets de société, ce pouvoir a toujours misé sur la diversification de l'économie congolaise. Aujourd'hui, on se rend compte que la croissance congolaise est tirée sur le pétrole, point. Et en cela, cette croissance n'est pas inclusive. On aurait parlé plutôt de développement économique. Or, lorsqu'on regarde les questions liées
à la redistribution de cette croissance qui est déjà très faible, on se rend compte que sur les politiques publiques de notre pays, je termine là-dessus, la politique publique en termes d'éducation, le bilan est négatif. La politique publique en termes sanitaires est négative. En termes d'accès à l'eau, à l'électricité, négative. Et toutes ces questions vont faire en sorte que le Congo est devenu le pays le plus endetté par tête d'habitant actuellement. Et lorsqu'on parle de bilan négatif par rapport à ça, je suis au regret de constater que le Premier ministre est dans les contre-vérités les plus criardes. Monsieur Pambou, vous partagez également cette même analyse. Est-ce que vraiment il y a eu quand même, tout de même, il faut l'avouer, cette transparence comme décriait le Premier ministre? Mon ami Mafimba ici s'étonnait de ce que le nom de Sassou, effectivement, soit prononcé partout, tout le temps. Mais c'est normal, après tant de temps aux affaires. Je dis toujours une formule. Sassou devient une espèce d'antonomase. C'est quoi? C'est-à-dire que le nom propre Sassou finit par devenir le nom commun au Congo. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du Congo, on parle du président Sassou. Alors, une fois que ceci est dit, la démarche du Premier ministre est une démarche qui est fondée uniquement, et c'est un point de vue, je veux dire, qui est marqué politiquement, uniquement sur une analyse de type macroéconomique. Donc, il a évité les questions, en fait, qui fâchent, ce sont les questions sociales, les conséquences. Or, les spécialistes, effectivement, je pense qu'on peut ici dire qu'on est un peu sachant et spécialiste de l'économie. Nous pouvons, effectivement, parler des problématiques liées au taux de croissance, liées à la dette. Mais la population, elle attend quoi? Elle attend, en effet, que de ces taux de croissance-là, qui était, alors il a dit, qui était faible lors de 1, qui devient maintenant autour de 2,4, on attendait qu'ils nous disent, en effet, voilà ce que nous avons fait autour de cette croissance pour la population. Donc, ça c'est un premier élément, donc un élément d'explication. Donc, je crois que c'est ce qui manque, première chose. Deuxième chose, en effet, on a l'impression qu'ils prenaient l'économie pour elle-même, alors que l'économie doit servir la population. Là aussi, il y a un déficit d'explication. Et troisième, je termine, à propos de la problématique de la dette. Il faut le reconnaître, il est arrivé le 21 mai au pouvoir, je crois, d'accord, le 12 mai, 2021 au pouvoir, aux affaires. Bien, il a effectivement fait comme il a pu, il a réussi à accompagner, alors même si cette baisse n'est pas significative, il a réussi quand même à faire en sorte que la dette diminue. Le ratio, en fait, du PIB par rapport à la dette, qui était, avant qu'il arrive, autour de 120, et aujourd'hui autour de 97%. Bien. La norme, c'est 70 dans la CEMAC. La question, c'est de savoir pourquoi il n'a pas parlé, en effet, des autres formes de dette, les 670 millions. Pourquoi il n'a pas parlé des 270 millions de dollars qui ont été levés sur les marchés? Il y a là une réponse, c'est que la dette devient un instrument, en effet, de gestion du budget et des tensions de trésorerie. Alors qu'il faudrait développer un taux de croissance réel qui permettrait un jour de rembourser la dette. Or, je m'arrête là, au Congo, donc, dans le pays du président Sassou, la dette sert à rembourser la dette. Avant de parler donc de la croissance, on va déjà basculement sur cette dette-là. Le Premier ministre, lui, compare la dette intérieure aux usuriers, VS, donc la banque. Est-ce qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là? Ça rassure en quelque sorte l'image aussi donc du Congo, cette dette quand même qui est plus de 8 milliards de francs CFA, même de dollars, il me semble. Donc est-ce que cette image-là, elle rassure? La dette n'a jamais été un problème, je pense, pour aucun État, dans la mesure où, quand on s'endette, théoriquement, c'est pour créer des richesses et pouvoir faire rebondir un pays. On est aujourd'hui dans un pays qui est la France, où la dette est extrêmement élevée, et nous avons même un ministre de l'économie qu'on appelle Monsieur 1000 milliards qui a dû démissionner à cause de la dette qu'il a contractée. Il faudrait dire que la dette au Congo, elle a été contractée à cause des chocs qu'on a subis simplement. Nous avons subi le choc de la guerre en Ukraine,
Ukraine. Nous avons subi le choc lié au Covid et nous avons également subi les différents chocs pétroliers. Et donc aujourd'hui, la dette a été un instrument pour permettre au Congo de pouvoir tenir à flot. Et si nous ne serions pas endettés aujourd'hui, je pense que les Congolais n'auraient pas de quoi se nourrir. Les fonctionnaires aujourd'hui qui représentent la masse la plus importante de travailleurs au Congo n'auraient pas eu de salaire pendant un très long moment si nous ne serions pas endettés. Et d'ailleurs aujourd'hui, la preuve est que les bailleurs internationaux veulent bien encore nous prêter tout simplement parce que nous sommes crédibles. Nous avons pu contracter des eurobonds à 2 reprises tout simplement parce que nous avons retrouvé une certaine signature à l'international qui fait que le Congo ne se porte pas très bien, mais il se porte de sorte à ce qu'on puisse lui faire confiance et lui donner les clés de l'économie pour qu'il puisse faire rebondir sa population et surtout faire rebondir son plan lié à la vision du président de la République, celle de la diversification de l'économie qui est basée notamment sur 6 piliers. On en reparlera après, mais il faudrait bien se rendre compte de ces points-là. Eh bien, d'abord, je vous propose donc de regarder l'intervention du Premier ministre sur l'endettement. C'est quoi l'endettement intérieur? C'est ce père de famille qui était habitué à aller emprunter de l'argent chez les usuriers à des taux élevés, des taux d'intérêt exorbitants, une pression très forte, au point où, à la limite, même les usuriers ne voulaient plus lui prêter de l'argent tellement il était obéré de dettes. Il dit, qu'est-ce que je fais? Avec mon salaire, je vais me battre pour payer les usuriers. Mais il faut que je fonctionne. Il va voir le banquier. Est-ce que vous pouvez me faire un découvert? On lui fait un crédit de libre cours. On dit, bon, mais voilà ce qu'on peut te faire à des taux moindres. Ça te permet de ne plus aller chez les usuriers. C'est la banque, c'est chez toi. On va te prêter de l'argent. Une partie, tu fais face aux échéances extérieures, donc vis-à-vis des usuriers, pour qu'on ne vienne pas te saisir tes biens. Et une autre partie, tu nourris la famille, tu règles les problèmes. Lorsqu'on entend ça, cette offre des taux moindres, c'est quelque chose quand même à applaudir. Non, je suis... non seulement je ne peux pas applaudir, mais c'est d'une gravité extrême. Lorsque j'entends mon jeune frère parler de dette comme si... non, la dette, c'est le sacrifice des générations futures. La dette, c'est le sacrifice d'un pays. Je vais vous faire très court. Vous savez, le Congo, c'est sous M. Denis Sassou Nguesso, dans les années 87, que le Congo a commencé à signer avec le FMI. C'est-à-dire que le parti politique qui a mis le Congo à genoux devant les partenaires multilatéraux internationaux, c'est le PCT, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et au sortir de la conférence nationale des années 82, je fais très court, le Congo était déjà le pays le plus endetté par tête d'habitants, avec 5 milliards de dollars de dette, et le pays était sinistré. Il revient au pouvoir. Il faut toujours parler de l'histoire. Il revient au pouvoir il y a 28 ans de cela. En 2010, le Congo a eu à accéder à l'initiative Pays pauvres très endettés. On a effacé la dette du Congo. 0. Qui est au pouvoir? M. Denis Sassou Nguesso. M. Colonel Makosso est déjà dans le système. Il n'est pas nouveau, hein? Il est déjà dans le système. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et en cela, nous avons ce boom pétrolier. Ils ont la chance, ils ont un boom pétrolier, le prix la rente pétrolière arrive. Il le dit très bien, de 2009 à 2015, nous avons des taux de croissance à 2 chiffres. On se retrouve, malgré cette taux de croissance, cette rente pétrolière, on se retrouve à aller s'endetter auprès de qui? Il a dit des traders. Étrangers. Des traders, des traders. C'est-à-dire Gunver, Trafigura et autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gageaient le pétrole pour avoir de l'argent. Et cet argent a été dilapidé, quand vous parlez des histoires des biens mal acquis, dilapidé, mis dans les paradis fiscaux. Le stock de la dette congolaise aujourd'hui est à 75% de la dette chinoise. Pourquoi? Ils ont planqué l'argent des Congolais dans les paradis fiscaux.
Et ils ont acheté des biens à l'étranger. Et le Congo aujourd'hui est endetté. Et aujourd'hui, ce monsieur ose dire que cette dette n'est pas une dette, comme on dit en termes économiques. Oui, la dette, tous les pays se procurent, se mettent sur les marchés pour s'endetter, mais pour avoir des investissements productif. C'est ce qu'on appelle la qualité de la dépense. Or, aujourd'hui, le Congo est endetté suite à une mauvaise gouvernance, c'est suite à une dilapidation des deniers publics. Et ce système qui date de 28 ans, non seulement a endetté le Congo, mais a détruit tout le tissu productif du Congo pour en faire en sorte que l'économie congolaise aujourd'hui ne représente absolument plus rien. Et nous sommes aujourd'hui dépendants de l'étranger. Lorsqu'ils parlent des usuriers, c'est encore plus grave. Ce qu'ils ont fait, M. Colonel Makosso, il est Premier ministre, ce qu'ils ont fait au niveau de la dette à travers la CEMAC, les emprunts obligataires, 3 000 milliards de francs CFA de dette. Comment ils ont fait? Avec des taux d'intérêt exorbitifs. Donc, nous sommes dans une situation où le pays est en banqueroute en réalité. En tout cas, avec le Congo est en banqueroute. En tout cas, avec le budget 2026 qui prévoit donc 180 milliards de francs CFA pour rembourser cette dette, est-ce que le pari peut être possible pour faire basculer le taux ? Le pari est totalement possible. Enfin, le projet du budget 2026 voté, je ne l'ai pas lu, mais le Premier ministre l'a dit, ça va permettre également de rembourser la dette. C'est exactement ça. Et c'est une très bonne chose, mais il faudrait dire encore qu'il faut encourager notre État à avancer vers l'avant. Dans la mesure où le Premier ministre lui-même, il a énoncé, avant, on remboursait à peu près 90 milliards, je crois, de dettes. Aujourd'hui, on l'a presque doublé, le remboursement de la dette. Et donc, c'est une chose à saluer. Aujourd'hui, on sort petit à petit du désendettement. Cependant, comme je le dis, chaque pays... Est-ce que vous avez audité la dette? C'est quoi la dette du Congo? Chaque pays... On s'endette pourquoi? Mais chaque pays s'endette pour pouvoir se développer et surtout financer sa diversification. Mais dans ton pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est pas ça. Alors, oui, alors il y a un débat, effectivement, autour de la dette. Toute dette est bonne et toute dette n'est pas bonne. Elle est bonne à partir du moment où on est capable de générer des ressources qui permettent de la rembourser. Ce que dit Mafima est très vrai. Le problème, c'est que nous, en Afrique, au Congo, on s'endette pour rembourser les dettes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on s'endette pour parer aux dépenses de fonctionnement et non aux dépenses d'investissement. Le Premier ministre, quand il parle, il aurait dû nous dire, voilà, nous avons levé 630 millions de dollars. Nous avons levé ensuite 260, ce qui fait 900 millions. Voilà l'affectation que nous allons faire entre les tensions de trésorerie auxquelles il faut faire face, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Rien de tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une lecture très précise de l'utilisation des fonds. Alors, le Premier ministre lui-même le dit, il le reconnaît, qu'il y a de la corruption au Congo. Et qu'il y a une loi, effectivement, depuis 1923, qui vise à lutter contre cette corruption. Or, on remarque qu'en effet, et c'est ce qu'on reproche souvent au président de la République, tout à l'heure je disais, il manque en effet des éléments sur la gouvernance institutionnelle. Il y a des fonctionnaires qui, allez, passez-moi l'expression, qui piquent dans la caisse, comme on dit, globalement. Mais ces fonctionnaires-là ne sont jamais poursuivis. Ces fonctionnaires-là, on leur demande jamais de rendre des comptes. Donc, nous sommes dans une espèce de brouillard, de magma, qui fait que, on ne sait pas très bien pourquoi on s'endette. Alors, Antoine dit, on s'endette, en effet, c'est bien de s'endetter, mais ne comparez pas un pays comme la France avec un pays comme le Congo. La France a des ressources, effectivement, qui lui permettent de s'endetter. Et en plus, nous nous endettons au taux et au prix le plus fort, le coupon. Par exemple, il est à 8,75. C'est pas normal que sur les marchés financiers, que nous allions nous endetter à des taux exorbitants. Mais pourquoi ? Mais parce que la personne qui vous donne de l'argent, il n'a pas confiance. Ok, n'a pas confiance et met en place, en effet, ce qu'on appelle une espèce de prime de risque, et ce qui est normal. D'ailleurs, en parlant de confiance, on va parler donc de corruption. Il faut quand même souligner que c'est une réalité donc qui tue aussi 70% des PME avant 3 ans. Je vous propose d'écouter donc un extrait sur ce sujet au niveau de la corruption. Il y a, et vous avez raison,
un sentiment ou d'impunité ou de corruption dans le pays, comme on peut le constater dans tous les pays du monde. Il y a ce sentiment, comme d'ailleurs on le dirait, d'insécurité, un sentiment de sécurité dans les affaires, un sentiment de corruption. Il y a quelques fonctionnaires véreux, par exemple. Il y a quelques agents qui peuvent être indélicats. Ça arrive. La justice est là pour frapper. L'effort que nous avons fait, je vous prends un exemple. La déclaration du patrimoine. C'est une disposition qui a été prévue dans la Constitution de 1992. La déclaration du patrimoine par les agents élevés aux hautes fonctions de l'État. Depuis 1992, elle n'a jamais été appliquée. Il a fallu attendre 2022 pour qu'on ait commencé à l'appliquer, alors qu'elle existait depuis dans toutes les constitutions. Alors, je rigole parce que justement, vous soufflez au niveau de ce sentiment-là de corruption. Est-ce que tout de même, il peut être partagé, ce sentiment? On peut quand même avouer qu'il est quand même en place. Oui, mais bien sûr. Alors, pourquoi faire une comparaison avec les autres pays? C'est la comparaison qui vous... Oui, c'est la comparaison qui me choque, en effet. Bien sûr, il faut lutter contre la corruption, mais on n'a pas à faire de comparaison avec d'autres pays. Ça veut dire quoi, faire la comparaison? Ça veut dire, écoutez, quelque part, puisqu'il y a d'autres qui le font, nous aussi on peut le faire. Et donc, on est excusable quelque part. Non, il faut lutter contre la corruption et il faut faire en sorte d'éviter, et c'est ça le Congo, qu'il y ait une espèce de patrimonialisation, en effet, des situations à partir des ressources publiques. Le problème est bien là et il n'y a pas de contrôle. Monsieur Okongo, est-ce que la lutte aussi contre la corruption fait partie du bilan de Denis Sassou Nguesso qui a été Bien sûr, la lutte contre la corruption a toujours été amorcée en fait depuis notamment depuis le précédent mandat du président de la République. Il a créé un commissariat de lutte contre les antivaleurs, doublé d'un ministère de lutte contre la corruption, et il dote notamment des instruments juridiques permettant aux tribunaux de pouvoir juger, pouvoir mettre à mal toutes ces personnes-là qui aujourd'hui mettent à mal le budget de l'État. Et donc la corruption, effectivement, il y en a partout. Mais ce n'est pas non plus le fait forcément de l'État en lui-même. Comme le président lui-même, il avait dit, il y avait le ver dans le fruit. Et depuis toujours, il a lutté et il lutte constamment contre ces personnes-là qui détruisent simplement son action gouvernementale aujourd'hui. Les hauts fonctionnaires qui aujourd'hui volent, on n'en fait pas forcément état dans la presse ou autre, mais ils sont jugés et ils sont mis devant les tribunaux. Donc il faut arrêter de vilipender constamment nos tribunaux, nos gouvernants, en disant qu'ils ne luttent pas contre la corruption. Les lois organiques ont été prises pour lutter contre la corruption. Et après, bien évidemment, que la petite corruption existera toujours. Que le Premier ministre lui-même, il a fait état de ces petits fonctionnaires, pas forcément des hauts fonctionnaires, qui aujourd'hui font de la corruption. Et également, après, je dirais que c'est à chaque Congolais, comme je le dis toujours, de prendre en compte le fait de ne pas rentrer dans la corruption. Par exemple, quand vous voulez un document auprès du service public ou autre, et quand vous le voulez rapidement, ça aussi, c'est de la corruption quand vous donnez ne serait-ce que 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA. Mais est-ce que ça, c'est le fait du Premier ministre? Est-ce que c'est le fait du Président de la République? C'est également à chaque Congolais de se rendre compte qu'il ne doit pas rentrer dans le jeu de la corruption. Parce qu'on se dit que ce n'est que 1000 francs CFA pour que ça aille plus vite. Mais c'est également de la corruption. Et ça également, il faut lutter contre. Donc voilà. En quelques mots, Guy Mafimba, et puis on termine sur la touche du quinquennat. En quelques mots, c'est dommage qu'on n'a pas assez de temps. Le Congo, il aime bien les indicateurs, monsieur le Premier ministre. Le Congo est au 151e rang sur 180 pays dans l'indice de la corruption de Transparency International. Donc 151e sur 180. Ça prouve bien que nous sommes un pays corrompu. Deux, lui, il parle de perception. En France, plus de 10 dirigeants congolais sont poursuivis pour bien mal acquis. Donc s'il y avait une commission rogatoire, on devait saisir la justice congolaise. Je vais à Brazzaville, je vais aller très vite, mais de manière factuelle. Là où ils étaient, là, c'est l'hôtel Olympique Palace. Il suffisait que Caril sorte, il va à droite, il va aller directement à l'hôpital CHU. L'hôpital CHU, fermé actuellement.
il y a eu tout un rapport sur la dilapidation des biens, des deniers publics au CHU, qui est fermé. Le plus grand hôpital. Un hôpital ne peut pas être fermé parce qu'il y a un service minimum. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a un service public minimum. S'il te plaît. Il descend, et on parle des choses sérieuses. Oui. Il descend à gauche, car il descend à gauche, il va aller jusqu'au niveau d'un carrefour, là il y a le consulat, il va voir les fonctionnaires de la banque postale qui sont à 60 mois sans salaire, 60 mois. Monsieur Denis Sassou Nguesso, de haute et intelligible voix, il a eu à dire au cours d'une de ses allocutions qu'il s'est rendu compte que la masse budgétaire des étudiants, c'était peut-être 3 milliards, mais en réalité, on sortait de 55 milliards. On n'a jamais vu, il n'a jamais ouvert une commune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo, c'est un pays corrompu, mais la corruption congolaise, c'est une corruption systémique. Depuis le chef de l'État jusqu'au dernier fonctionnaire. Demandez aux Congolais d'aller voir comment ils peuvent se procurer un passeport qui est prévu pour 50 000 francs. Aujourd'hui, il faut débourser 250 000 francs. Corruption systémique du pouvoir. En tout cas, pour terminer, messieurs, passons désormais au quinquennat, au mandat donc du président Denis Sassou Nguesso. Pour le Premier ministre, le pays n'a pas décollé, mais n'a pas aussi sombré. On l'écoute. Est-ce qu'après 5 ans, vous avez porté ces réformes, vous êtes tellement satisfait? Quand on est en responsabilité, on ne peut pas se satisfaire ou on rend compte de ce qu'on a fait. On ne peut pas se donner des jugements de valeur parce que vous avez été au service de vos compatriotes, vous avez bénéficié de la confiance du président de la République. Rien ne vous dit que ce que vous avez fait a rencontré la satisfaction de l'ensemble de vos compatriotes. Dès l'instant où il peut y avoir certains de vos compatriotes, ou même de la part de celui qui vous a confié cette mission, quelques réserves que vous n'êtes pas censé savoir, vous ne pouvez donc pas vous frotter les mains en disant la seule chose dont je peux être relativement heureux, c'est que les indicateurs nous le montrent. Le pays n'a peut-être pas décollé, mais n'a pas sombré non plus. Et si l'on a réussi à maintenir l'équilibre pendant cette période, si le président de la République, au bout de 5 ans, peut se présenter devant ses compatriotes pour dire voilà ce qui est fait, voilà ce que le président a fait, c'est donc la preuve qu'il est relativement satisfait du travail qui a été fait et il demande à ses compatriotes d'en apporter le jugement par eux-mêmes. Il est donc aussi satisfait du travail fait par le Premier ministre, c'est-à-dire que le Premier ministre, par ricochet, s'auto-satisfait. Il faut quand même le reconnaître, c'est très subtil comme remarque. Oui, c'est vrai, il a raison de le dire. Bon, il aurait pu continuer dans ces indicateurs macroéconomiques, apporter des éléments comme les réformes au Trésor, mise en place d'un système informatisé pour contrôler les ressources. Il aurait pu aussi mettre l'accent sur le fait que la dette devient effectivement une préoccupation importante. Mais je voudrais terminer sur la chose suivante. En faisant ce type de parade médiatique, le Premier ministre permet au président de la République de fermer la porte à l'opposition. C'est-à-dire, plus de transition, on va aux élections, quoi qu'il en coûte. Et ceux qui n'iront pas aux élections, comme un certain nombre d'opposants, tant pis pour eux. Est-ce qu'on peut finir sur cette touche, Monsieur Guy Bafimba ? Il faut dire tout simplement, juger cette parade médiatique, je dirais plutôt, du fait que juger à l'aune des 28 ans qui sont là au pouvoir. Ils ont l'effectivité du pouvoir. Mais en réalité, aujourd'hui, j'ai comme l'impression, savez-vous que 2025 avait été prédit par M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'année de l'émergence. Les Congolais aujourd'hui peuvent dire que le Congo est immergé. C'est un pays immergé. Et c'est comme si aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer en mars 2025, 26, nous rentrons dans une crise. Pourquoi? C'est comme si on a remis encore la clé d'une Tesla, voiture Tesla, à M. Denis Sassou Nguesso, un homme qui est complètement déconnecté avec ses collaborateurs, complètement désuet et qui ne peut
absolument plus rien résoudre des défis mondiaux. N'oubliez pas une chose, nous sommes dans un monde qui est dans une conflictualité mondiale, pleine d'incertitudes, et demain, avec ces gens à la tête du Congo, le Congo risque de disparaître. Et comme nous ne souhaitons pas que le Congo risque de disparaître, parce qu'en tant qu'acteur politique, nous allons créer les conditions de faire partir ces gens, parce qu'ils n'ont plus rien à faire à la tête du pays. Dernier mot de la fin, Antoine-Claude Oukongo, est-ce qu'on peut finir sur ces touches au niveau de son quinquennat? Totalement. Le Congo est un pays résilient et a été très résilient, notamment à cause des chocs que le pays a connus. Je rappelle qu'il y a eu la guerre en Ukraine, les chocs pétroliers, ainsi que le Covid-19. Et donc le président, il a tenu bon pendant toute cette période et aujourd'hui, il présente son bilan. Effectivement, tout Congolais peut en juger. Après, il y a toujours des mécontents et c'est normal. Et il y a un ressenti, bien sûr, au sein de la population, au sein de certaines personnes. Mais aujourd'hui, le Congo est un pays résilient et qui va aller mieux. Parce que, je le rappelle, la diversification économique a été amorcée. Et je rappelle encore aujourd'hui que l'économie congolaise n'est plus uniquement portée par le pétrole. C'est très important de le noter parce que nous sommes un pays pétrolier de base. Mais aujourd'hui, le pays est porté par les autres secteurs qui ont été... un seul secteur, tu peux citer ? Bien sûr, dernier mot de la fin, c'est la fin de le tourisme, par exemple, ou encore l'agriculture. Juste pour ne citer que ces deux secteurs-là qui portent aujourd'hui l'économie congolaise. Grâce aux importations, plutôt de biens. Je vous laisse également aller vérifier, c'est très important. On va vérifier ça. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour ce débriefing de l'interview du Premier ministre. Merci encore d'avoir été là pour cette bande Merci. Merci. Moi, je rends l'antenne. Carlyle revient donc la semaine prochaine. Donc, ça a été un plaisir d'avoir pu animer cette émission. Merci. Bonne suite de programme donc sur Global Africa Télé Sud.